Bonjour chers corps professionnels, bonjour chers enseignants. Je suis le doctorant Théophile Sokowaza et aujourd'hui nous voulons présenter les travaux de recherche professionnelle sur notre thèse qui a pour thème le redressement des entreprises en difficulté en Côte d'Ivoire. Et donc à partir de ce thème-là, nous avons fait un travail pour pouvoir approfondir un certain nombre de réflexions. Dans quel contexte nous avons travaillé? Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thématique-là? Nous l'avons choisi pour la simple raison que 4 entreprises sur 5 meurent après avoir vu le jour, avant leur 5e anniversaire. À partir de ce moment, il est important de pouvoir donner des outils, des moyens d'action aux dirigeants d'entreprises en Côte d'Ivoire pour éviter que celles-ci meurent rapidement. Vous devez le savoir certainement, les entreprises en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire constituent un grand promoteur d'emploi et promoteur également de créateurs de richesses. Donc il est important pour nous de pouvoir aller en profondeur de cette thématique. Et donc pour aborder la thématique, nous vous proposons un plan de travail. Après l'introduction, en première partie, nous allons présenter ce que c'est qu'une entreprise en difficulté. Présenter l'entreprise en difficulté, son cadre économique et juridique, étudier par la même occasion les modèles d'entreprise, le mode de fonctionnement, faire le diagnostic de la vulnérabilité de l'entreprise et puis faire également un diagnostic profond de l'entreprise. Dans la deuxième partie de notre recherche, nous avons parlé du redressement. Comment redresser l'entreprise en difficulté. Donc en partant du cadre conceptuel, nous allons parler également de la dynamique du processus de redressement. Comment élaborer un plan de redressement constitue plusieurs points que nous allons aborder. Dans la troisième partie, nous parlons du management des entreprises en difficulté et nous mettons particulièrement l'accent sur le rôle des partenaires extérieurs. Et en quatrième partie, nous faisons des cas pratiques. Dans les cas pratiques, nous verrons dans un premier cas pratique concernant une petite entreprise en Côte d'Ivoire. Le deuxième cas pratique, ce sera une société d'État au Congo, la RBA. Et le troisième cas pratique, ce sera une grande entreprise, un groupe de sociétés qu'on appelle le groupe Massi, qui a en son sein plusieurs entreprises. Et donc, dans la première partie, parlons de l'entreprise en difficulté. Nous reconnaissons l'entreprise en difficulté par le seul fait qu'il faut des indicateurs d'alerte, il faut des clignotants, il faut des ratios, il faut des indicateurs de comptes financiers. Il est important de reconnaître premièrement l'entreprise en difficulté. Et on ne peut que reconnaître l'entreprise en difficulté qu'à partir d'un certain nombre d'indicateurs. Et les premiers indicateurs, nous avons les indicateurs humains. Les indicateurs humains nous permettent de déceler les problèmes au sein de l'entreprise. Par exemple, le turnover, la rotation du personnel, la durée du personnel. Et ce sont autant d'indicateurs qui nous permettent de savoir qu'il y a des problèmes au sein de l'entreprise. Ensuite, nous avons les indicateurs d'exploitation. Quand nous parlons d'indicateurs d'exploitation, nous parlons de la gestion des stocks, nous parlons de l'analyse de la rentabilité dans certains aspects. Ensuite, nous avons les indicateurs de trésorerie. À partir de la trésorerie, nous pouvons savoir comment l'entreprise est en difficulté. Nous avons également les outils d'analyse financière, nous avons les indicateurs des comptes financiers de l'entreprise et nous avons également ce qu'on appelle les défaillances accidentelles. Dans les défaillances accidentelles, vous avez la force majeure. Donc, il est important de savoir, lorsque nous voulons redresser une entreprise, de connaître les éléments à partir desquels nous savons que cette entreprise est en difficulté. Donc après les différents indicateurs que nous venons de voir,
nous allons vous présenter également le processus de dégradation de la situation de l'entreprise. Généralement, elle commence par la régression économique. La régression économique nous met en évidence les pertes substantielles et structurelles. Donc cette situation peut être mesurée par deux indicateurs majeurs, la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. Donc dans le processus de dégradation, lorsque vous observez très bien, vous allez voir premièrement une régression économique. Deuxièmement, vous voyez une régression commerciale. Dans la régression commerciale, il y a généralement deux phases. Dans la première phase, nous avons une stagnation des ventes, c'est-à-dire qu'on a des difficultés pour vendre, nous avons une régression des ventes. Ensuite, nous observons la diminution de la rentabilité et nous voyons également l'augmentation des coûts. Dans la deuxième phase de la régression commerciale, nous voyons un déphasage des variations de stock par rapport aux variations de l'activité. Nous voyons également un accroissement du besoin en fonds de roulement. Nous voyons également la poursuite de la baisse de la rentabilité. Donc, dans le processus, après la régression commerciale, vous avez avant la régression commerciale, vous avez la régression économique, ensuite vient la régression commerciale, et puis ensuite, naturellement, vient la régression financière. La régression financière, c'est l'insuffisance de marge qui ne permet pas de couvrir les charges de structure. On appelle charges de structure les charges fixes qui permettent à l'activité de fonctionner normalement. Et donc, dans cette troisième phase, nous notons les difficultés de trésorerie et puis nous voyons l'asphyxie financière. Et donc, ces éléments nous amènent à avoir un processus, une relation de cause à effet dans le processus de dégradation financière que nous présentons. La baisse des trésoreries qui va dans ces deux branches-là, le fonds de roulement normatif qui baisse, le besoin en fonds de roulement qui augmente. Et lorsque nous prenons l'axe du fonds de roulement normatif qui baisse, on a les capitaux permanents qui sont en baisse, on a les immobilisations nettes qui augmentent et ça engendre automatiquement des pertes, ça engendre le remboursement d'emprunts. De ce côté, ça emporte des investissements, des immobilisations financières. Au niveau de la baisse de trésorerie, nous avons le besoin en fonds de roulement qui augmente. Donc, ce qui fait que l'actif d'exploitation augmente, le passif d'exploitation baisse, et à partir de l'actif d'exploitation qui augmente, nous avons une augmentation des stocks, nous avons une augmentation des clients. Quand je parle de clients, c'est la dette client. Le passif d'exploitation baisse, nous avons la diminution de la trésorerie et de la diminution des créances. Et nous voyons également qu'au niveau des fournisseurs, il y a également un impact. Donc voici présenté de manière synthétique le processus de dégradation de la situation de l'entreprise. Cela amène dans cette première phase de la présentation de l'entreprise en difficulté de faire le diagnostic de l'entreprise en difficulté. D'une manière générale, le diagnostic d'entreprise est une analyse profonde qui englobe les différentes fonctions et organisationnelles de l'entreprise, ce qui nous permet d'apprécier ses performances passées, présentes et de proposer des améliorations. Voici un peu ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic lui-même permet de répondre à plusieurs questions. Quels sont les résultats de l'entreprise? Est-ce que les résultats de l'entreprise sont satisfaisants? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Comment les résultats ont été obtenus? Et quelles sont les préférences et les objectifs? Quel niveau de performance veut atteindre l'entreprise et comment y arriver? Voici les thématiques et les problèmes auxquels répondent le diagnostic de l'entreprise. Et ce diagnostic repose sur deux sources d'information principales. La première source d'information, ce sont les données internes à l'entreprise, notamment le bilan, le compte de résultats, les différents contrats avec les partenaires internes comme extérieurs. Et il y a également les données extérieures, c'est-à-dire ce que les autres nous donnent comme information à l'extérieur de l'entreprise. Donc ces sources d'information aident à faire le diagnostic. Et dans le diagnostic, il y a plusieurs phases. La première phase consiste à faire l'analyse financière globale. La deuxième phase, il s'agit de faire le diagnostic fonctionnel. Et la troisième phase, il s'agit de faire le diagnostic stratégique. Chaque phase obéit à un certain norme, des aspects de travail à faire. Dans l'analyse financière, nous allons nous appuyer sur le bilan.
l'analyse de la structure financière, le compte de résultat, l'analyse de la rentabilité et l'analyse de l'activité elle-même. Dans le diagnostic fonctionnel, nous étudions les différentes fonctions de l'entreprise pour voir comment ces fonctions de l'entreprise amènent l'entreprise à aller de l'avant ou à reculer. Et dans le diagnostic stratégique, l'analyse interne et extérieure des domaines d'activité stratégique de l'entreprise, nous analysons également le portefeuille d'activité de l'entreprise. Donc voici les éléments qui permettent de faire un diagnostic. Et à partir de ce diagnostic-là, nous pouvons aller de l'avant. Donc le diagnostic lui-même s'articule selon une méthodologie. La méthodologie n'est pas forcément figée, mais c'est une démarche. Et l'objectif de notre thèse, c'est de donner des instruments, des unités de travail, des mesures de travail, des axes de réflexion aux dirigeants d'entreprise, faire des propositions dans ce sens-là pour que les dirigeants d'entreprise puissent mieux comprendre le mécanisme et le fonctionnement. Donc, le diagnostic s'articule autour d'une méthodologie. D'abord, nous avons le diagnostic de l'entreprise en difficulté. Ensuite, nous avons le diagnostic financier, le diagnostic fonctionnel, le diagnostic stratégique. Cela nous amène à ressortir les points forts et les points faibles. Et de cela découle un plan de redressement. À partir du plan de redressement qui découle, nous mettons en place des mesures de contrôle des résultats. Nous faisons une analyse des écarts et enfin, nous aboutissons sur un schéma qui est le processus du diagnostic. Voici ainsi présenté comment nous comptons faire le diagnostic. Et donc, dans cette première partie, en parlant de l'entreprise en difficulté, nous avons vu plusieurs points. Parlons d'abord des ratios, des indicateurs de performance, des indicateurs humains. Nous avons parlé également du processus de dégradation de l'entreprise et nous venons de présenter le diagnostic. Ces éléments sont indispensables pour reconnaître et identifier une entreprise en difficulté. Parce qu'avant d'aborder un processus de redressement, il faut pouvoir reconnaître de facto l'entreprise en difficulté. Il y a des entreprises qui, de manière apparente, semblent ne pas être en difficulté, mais à partir d'une analyse profonde, à partir d'un diagnostic, nous nous rendons compte rapidement que cette entreprise-ci est en difficulté. À partir du moment où nous voyons que l'entreprise est en difficulté, nous devons passer à la deuxième phase qui est le redressement. Comment élaborer un plan de redressement? C'est cette deuxième partie que nous abordons maintenant. Alors dans le redressement, généralement, nous avons deux phases. Nous avons ce que dit la loi sur le plan juridique, ce que dit l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, francophone et comme anglophone. Voilà, c'est une organisation sous-régionale qui a harmonisé son droit des affaires. Et devant cette juridiction-là, cette harmonisation, tous les pays se soumettent. Et donc, selon l'OHADA prévoit deux procédures préventives qui sont la conciliation et le règlement préventif. Ces deux procédures ont pour objectif de sauvegarder les entreprises en difficulté et apurer les passifs avant que celles-ci ne soient en cessation de paiement. Voici les deux procédures que nous présente l'OHADA. Donc la conciliation elle-même est une procédure préventive consensuelle et confidentielle, destinée à éviter la cessation de paiement de l'entreprise débitrice afin d'effectuer en tout ou partie sa restitution financière ou opérationnelle pour la sauvegarder. Il est important que les dirigeants d'entreprise le sachent. Il est important que les auditeurs puissent également le savoir. Le règlement préventif, quant à lui, est une procédure qui est destinée aux entreprises en difficulté, mais qui souhaitent éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité en présentant un plan d'apurement du passif au moyen d'un concours préventif. Donc voici un peu les deux mesures que nous avons, et cela vous avez ça dans l'article 25 alinéa 1. Le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont ouverts à tout débiteur en cessation de paiement. Donc ce sont deux procédures qui peuvent être ouvertes à tout débiteur en cessation de paiement. Ça, c'est en droit. Donc en droit, nous avons ceci. Et il est important que nous puissions le savoir. Et donc, voici les différentes étapes d'une procédure de redressement judiciaire. D'abord, nous avons la demande d'ouverture d'une procédure. Cette demande d'ouverture de la procédure peut se faire par l'entreprise
qui se déclare en cessation de paiement, ou encore par un créancier qui assigne un débiteur pour récupérer son argent, son dû. Voici la première étape. La deuxième étape, c'est que le tribunal de commerce se saisit de l'affaire. Parce que quand on fait la demande d'ouverture d'une procédure, c'est le tribunal du commerce qu'on saisit. Donc le tribunal du commerce peut lui-même se saisir. Alors il convoque l'entreprise et désigne un juge commissaire ou un mandataire ou un commissaire-priseur ou éventuellement un administrateur judiciaire. En ce moment-là, l'entreprise est sous l'autorité du tribunal. Dans la troisième phase, nous avons une période d'observation. La période d'observation s'étend sur 6 mois renouvelable 2 fois, ce qui fait 18 mois maximum. Et donc les dettes sont gelées pour donner de l'oxygène à l'entreprise et lui permettre de poursuivre son activité. Donc dans la période d'observation, c'est ainsi que, voici les objectifs de la période d'observation. À l'issue de la période d'observation, selon la loi, soit nous avons la fin de la procédure, toutes les créances sont réglées et l'entreprise peut être réparée en de bons termes. Deuxièmement, on a un plan de conciliation, les créanciers acceptent d'étaler leur remboursement et en ce moment-là, l'entreprise continue. Ou enfin, on a la liquidation judiciaire, c'est-à-dire les biens de l'entreprise sont vendus pour payer les créanciers. C'est une situation, la dernière situation que nous ne souhaitons pas. Mais voici un peu comment se fait le redressement de l'entreprise en difficulté en droit. Mais ce qui nous intéresse, pour nous, c'est le redressement en management. Parce qu'à partir du moment où l'entreprise arrive à un redressement judiciaire en droit, ça veut dire que l'entreprise a une possibilité, une éventualité de connaître la fermeture. Et c'est cette fermeture que nous voulons éviter. Et donc c'est pour cela que nous travaillons sur cette. Donc il était important pour nous de faire un clin d'œil de ce que dit le droit pour parler du redressement des entreprises en difficulté par le management. Il faut noter quelque chose d'important. Redresser une entreprise en difficulté en management répond à un certain nombre d'attitudes, de comportements, de gestes, de réflexes. Et nous avons pris le temps d'étudier un grand nombre de dirigeants d'entreprises qui ont reçu l'exploit de redresser une entreprise en difficulté. Et ils ont tous en commun certains points communs de bonnes pratiques que nous devons connaître. Et nous voulons parcourir avec vous ces bonnes pratiques et ces points communs qu'ils ont. La première des choses qu'il faut noter, c'est que ils prennent déjà conscience des difficultés. Ils ne couvrent pas les difficultés, ils ne justifient pas les difficultés, mais ils prennent conscience des difficultés. Ils ne sous-estiment pas les dysfonctionnements internes et externes. Ils regardent l'ampleur du problème et ils font face à l'ampleur du problème. Ensuite, ils ont foi que l'entreprise va se redresser. Donc, ils ont une conviction interne, ils ont une force interne qui leur donne l'assurance que l'entreprise va se redresser. Du coup, ils se retrouvent dans une position, avec cette foi, de décréter l'état d'urgence. L'état d'urgence décrété impacte positivement les employés, les collaborateurs, les partenaires extérieurs et les partenaires intérieurs à partir du moment où l'état d'urgence est décrété. Ensuite, ces dirigeants recherchent toujours un regard extérieur et un soutien extérieur. Parce que dans notre gestion de tous les jours, nous avons la possibilité, nous gérons au quotidien, nous faisons le débat idée, ce qui fait qu'il y a certains aspects de la gestion que nous ne percevons pas. Donc l'œil extérieur nous amène toujours à avoir un autre point de vue, une autre manière de voir. Et cela nous amène rapidement à déterminer les causes des problèmes et à trouver des remèdes. Ensuite, il faut remotiver. Il remotive l'ensemble des collaborateurs, même les clients, même les fournisseurs, les partenaires intérieurs et extérieurs sont remotivés pour aider l'entreprise à aller dans une autre dynamique. Ensuite, ils établissent une stratégie, un plan de redressement, une stratégie pour redresser l'entreprise et aussi un plan de redressement. Cette stratégie, ce plan de redressement va déjà sur une durée de 12 mois et puis ensuite, on organise la suivi de l'entreprise. Donc voici quelques bonnes pratiques qui sont communes à tous les dirigeants qui ont réussi le challenge de redresser une entreprise en difficulté que nous devons savoir. Et donc, après avoir développé
les aptitudes, les atouts, les bonnes pratiques, les bonnes attitudes, il est important de savoir les grandes étapes pour élaborer un plan de redressement. Dans ces grandes étapes, 1, nous avons l'évaluation de la culture collective de l'entreprise. L'évaluation, la diagnostic et les actions. Dans le plan opérationnel, naturellement, nous avons la description de l'entreprise, nous avons l'élaboration de la stratégie de positionnement, nous avons les hommes de l'organisation, nous avons les fonctions commerciales, marketing et communication, nous avons les moyens industriels et techniques, les fonctions achat et les fonctions support. On appelle ici fonctions support les fonctions administratives, les fonctions financières, les fonctions informatiques. Dans l'élaboration du plan de redressement, nous mettons également un accent sur le plan financier, le management des risques. Nous vérifions ensuite la mise en œuvre et nous testons régulièrement les mesures que nous avons prises. Nous définissons les seuils d'alerte, nous définissons les plans d'action en cas de survenance de risque et puis nous finalisons par des tableaux de bord. Le tableau de bord est cet outil-là qui va nous conduire, qui va nous orienter avec des signaux pour voir dans notre schéma, dans notre plan de travail de redressement, est-ce que nous sommes en phase avec la stratégie, déterminer les écarts et redresser les écarts. Parce que le rôle d'un tableau de bord lui-même, c'est de contenir des ratios, des signaux d'alerte qui permettent aux dirigeants de mieux conduire la barque. Alors, après avoir élaboré le plan de redressement, il est important pour nous de savoir quel est le rôle des partenaires extérieurs dans la gestion des entreprises en difficulté. Quand nous parlons des partenaires extérieurs, nous parlons des banques, nous parlons de l'État, nous parlons des organisations professionnelles, nous parlons des experts comptables, nous parlons des avocats. Ce sont des partenaires extérieurs parce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, quel que soit son domaine d'activité, est tournée vers l'extérieur. Aucune entreprise ne peut vivre sur elle-même. Donc les partenaires extérieurs sont très importants. Et donc quel est le rôle de ces partenaires extérieurs dans le redressement d'une entreprise en difficulté? Parlons premièrement de la banque. Généralement, dans le processus de redressement, dans certains pays, dans certaines nations, nous connaissons des banques judiciaires qui ont pour rôle de redresser en apportant un appui financier, un appui juridique. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de banque judiciaire. Nous avons des banques commerciales, mais qui peuvent jouer le rôle des banques judiciaires, mais à un degré moindre. Nous avons des banques étatiques aussi en Côte d'Ivoire, mais ces banques étatiques ne sont pas des banques orientées vers le redressement des entreprises en difficulté. Donc nous proposons à l'État de Côte d'Ivoire, au ministère de l'économie et des finances, de songer à mettre en place une banque judiciaire ou de donner la fonction de banque judiciaire à une des banques étatiques pour amener notre système financier à combler ce vide opérationnel. Alors, la banque d'une manière générale apporte un appui financier et apporte également un appui juridique. La banque aide à la renégociation des contrats avec des créances et des dettes. Donc, il est important de connaître ce rôle de la banque. Quand nous connaissons au mieux le rôle de la banque, nous savons mieux utiliser notre relation avec le banquier pour y aller. Le banquier lui-même travaille selon un certain nombre de critères. Vous savez, nous sommes dans l'entreprise en difficulté, toute entreprise est dans un partenariat gagnant-gagnant avec le banquier. Le banquier a son mode de raisonnement, de logique pour pouvoir faire ses placements financiers. L'entreprise, elle aussi, a son mode de logique. Donc, quand l'entreprise est en difficulté, il est important pour l'entreprise de connaître comment le banquier réfléchit, quels sont les critères à partir desquels le banquier prend ses décisions pour pouvoir s'aligner sur les critères du banquier afin d'être, je peux dire, bancable, afin de pouvoir bénéficier de l'appui du banquier. Et donc nous avons étudié plusieurs organisations, plusieurs auteurs, et nous avons vu qu'il y a plusieurs critères comptables qui sont utilisés par le banquier. Par exemple, l'EPITA, qui est un critère très important pour le banquier. Nous avons également d'autres critères tels que le cash flow qui est utilisé par le banquier, les résultats d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation, la valeur ajoutée, les notions de rentabilité, la mise en valeur des pertinences, de la bonne gestion financière. Ce sont un ensemble de normes
que les banquiers utilisent. Les dépréciations de la capitalisation boursière et financière, les fonds propres, ce sont un certain nombre de valeurs, de ratios que les banquiers utilisent afin d'apporter un appui substantiel à ces entreprises en difficulté. Donc il est important de le savoir. Maintenant, avant je voulais revenir sur l'État. En Côte d'Ivoire, l'État n'accompagne pas les entreprises en difficulté du secteur privé. L'État réagit promptement quand il s'agit d'une entreprise d'État. Là également, c'est un vide. Parce qu'une entreprise privée qui exerce dans un pays comme la Côte d'Ivoire crée des emplois, paye des impôts, paye des cotisations sociales, participe au PIB de la nation. Donc, il est important que l'État pense à donner un coup de pouce aux entreprises en difficulté du secteur privé. Les organisations professionnelles apportent un coaching, un appui en termes de consulting, en termes de conseils, d'orientation, mais pas d'appui financier. Les experts comptables et les avocats également donnent leur expertise juridique financière pour accompagner l'entreprise en difficulté, mais n'apportent pas de soutien financier. Mais il est important de s'appuyer sur les avocats. Il est important de s'appuyer sur les experts comptables, les organisations professionnelles pour pouvoir avoir une offre large de points de vue extérieurs qui permet aux dirigeants de mieux redresser son entreprise et avoir tous les outils entre ses mains. Nous voulons maintenant terminer par ce qui nous semble assez important, les cas pratiques. Loin de nous la prétention de pouvoir faire un exposé global et entier, mais nous sommes contraints par le temps de faire un résumé. Et dans ce résumé, dans cette quatrième partie, nous voulons parler de 3 exemples précis d'entreprises en difficulté, mais qui ont pu se redresser. Dans la première, c'est Africa Highway, qui est une entreprise fournisseur d'accès Internet qui a eu des difficultés. Et la cause principale de ces difficultés a été la concurrence déloyale et le monopole abusif de plusieurs opérateurs télécoms. Africa Highway est une entreprise qui exerce dans le domaine de la fourniture d'accès Internet en Côte d'Ivoire et de l'intégration de solutions. Et le monopole, le premier concurrent et en même temps fournisseur est Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire lui-même est une société de droit ivoirien, mais en fait qui appartient à France Télécom. Donc du coup, on voit la puissance coloniale derrière. Et Orange a bénéficié, après la privatisation des postes et télécommunications de Côte d'Ivoire, de tout le réseau. Donc du coup, Orange a un monopole abusif. Et la quatrième partie, le cas pratique d'entreprises en difficulté. Nous avons sélectionné 3 entreprises. La première, c'est Africa Highway, qui est une petite entreprise qui est dans le domaine de la fourniture d'accès Internet et de l'intégration de solutions technologiques. La deuxième entreprise est une grande entreprise moyenne, qui est RVA, qui est une entreprise basée au Congo. Africa Highway, c'est en Côte d'Ivoire. Et la grande entreprise en difficulté, c'est le groupe Massi, qui est un groupe de plusieurs sociétés. Alors, nous ne pouvons pas aller dans les détails, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas assez suffisant. Mais donc, nous allons parler des points essentiels. Dans le cas de Africa Highway, en dehors de respecter la norme de comment redresser une entreprise, toutes les principes ont été respectés, mais nous voulons ressortir un fait majeur, c'est la cause des difficultés. La cause des difficultés d'Africa Highway a été la concurrence déloyale de Orange Côte d'Ivoire et le monopole abusif de Orange Côte d'Ivoire. Pour l'histoire, sachez que Orange Côte d'Ivoire est le premier opérateur télécom en Côte d'Ivoire parce qu'il a hérité après la privatisation des postes de télécommunications de tout le réseau télécom en Côte d'Ivoire. Et le câble sous-marin qui dessert la Côte d'Ivoire en réseau télécom qui s'appelle le SATO3 est géré par Orange. Et donc, le problème majeur, c'était là. Et donc, quelles étaient les actions majeures qu'on a eu à mettre en place au niveau d'Africa Highway? La première des choses, c'est que le marché a été segmenté. Nous avons segmenté le marché et donc, Africa Highway s'est rendu compte que sur la clientèle grand public, les clients particuliers ne pouvaient pas être compétitifs.
sur les grandes entreprises, Africa Airways ne pouvait pas être compétitif. Donc Africa Airways a conçu un package qui a pour cible les PME et les PMI. Et ce package-là prenait en compte la connexion Internet, la création d'un site Internet, des adresses électroniques professionnelles, la formation, la maintenance informatique, et tout ce package-là donnait une certaine valeur à ajouter. Donc, le package vendu à 70 000 francs minimum en francs CFA, Africa Airways faisait une marge de 75% sur ce segment. Donc, ça a été la première action qui a permis de relancer l'entreprise. Évidemment, l'entreprise s'est séparée des clients particuliers, donc le chiffre d'affaires généré par l'entreprise n'était plus suffisant, mais en termes de marge, la marge était beaucoup plus importante. Deuxième élément, c'est que la concurrence déloyale de Orange a amené Africa Airways à déployer son propre réseau par ce qu'on appelle un groupe local radio. Donc Africa Airways s'est retrouvé maintenant incapable de fournir l'Internet dans toute la Côte d'Ivoire, mais elle s'est uniquement concentrée sur le grand district d'Abidjan parce que la boucle locale radio ne peut que couvrir la ville d'Abidjan. Auparavant, avec le partenariat avec Orange Côte d'Ivoire, Africa Airways pouvait livrer le service Internet sur toute l'étendue du territoire national, mais elle a été obligée de réorienter son entreprise. Ce qui fait qu'après ces deux actions majeures, en dehors des actions précédentes, telles que décrites par le processus de redressement de l'entreprise, Africa Airways a atteint l'équilibre et aujourd'hui est une entreprise excédentaire, est une entreprise bénéficiaire qui fait des bénéfices. Voici déjà l'exemple de Africa Airways. Ensuite, nous parlons de l'exemple de la Régie des voies aériennes, une entreprise d'État congolaise. La difficulté principale de cette entreprise résultait de la mauvaise gestion financière. Et cette mauvaise gestion financière se caractérisait par l'insuffisance du fonds de roulement qui entraînait un déséquilibre financier. Mais c'est une société d'État, donc si on parle d'une mauvaise gestion financière, c'est que le dirigeant de l'entreprise lui-même est nommé par le gouvernement. Or, quand le gouvernement nomme, c'est toujours pas sur des critères professionnels, mais ça peut être également sur des critères purement politiques. Et donc, les actions qui ont été menées, c'est déjà de permettre l'entrée de certains privés dans l'actionnariat pour que l'entreprise, la Régie des voies aériennes, ne soit plus une entreprise à 100% étatique, mais qu'on y ait un actionnaire privé à l'intérieur, ce qui permet aux privés d'amener une certaine dynamique dans la gestion. Automatiquement, ça va créer un changement des dirigeants et puis on a eu à mettre en place un management stratégique et un management participatif. Au niveau de la régie des voies aériennes, au niveau de la Société d'État du Congo, voici, en dehors des autres actions classiques, voici les actions majeures qui ont été posées. Nous terminons avec la troisième catégorie qui est une grande entreprise, le groupe Massy. À l'intérieur du groupe Massy, vous avez plusieurs grandes assurances et à l'intérieur de ce plan de redressement, nous avons noté une particularité essentielle. Ça a été le rôle des consultants et des cabinets d'audit et d'expertise extérieure dans l'analyse de la rentabilité des produits et des services. Et deuxièmement, l'élément majeur également, le deuxième élément majeur, ça a été l'audit du système de gestion informatique, l'audit du réseau informatique, parce que comme vous le savez, les grandes compagnies d'assurance gèrent des millions d'abonnés et cela repose sur un système de gestion informatisé. Lorsque le système de gestion est défaillant, cela crée une défaillance financière. Mais il fallait faire un audit avec des opérateurs extérieurs puisque les complicités étaient déjà en interne. Avec les audits extérieurs, on a pu déceler le processus de la fraude, le processus des défaillances, corriger ce processus-là et ramener l'entreprise à une meilleure santé financière. Donc le fait marquant au niveau du groupe Massy, ça a été l'utilisation des cabinets extérieurs dans les audits, dans la rentabilité, dans les analyses. Voici ce que nous pouvons dire. Alors pour terminer, nous voulons remercier HA University et Ennis Business School pour la formation et nous avons été très heureux de la formation reçue et nous présentons aujourd'hui notre thèse sur le redressement des entreprises en difficulté et nous avons bien voulu aller beaucoup plus en profondeur, mais le temps que nous avons parcouru n'étant pas assez suffisant,
nous nous arrêtons là. Nous sommes disposés à répondre à toutes les préoccupations pour les questions, les points que nous n'avons pas pu aborder en profondeur, répondre également à toutes les interrogations, approfondir là où besoin d'approfondissement est. Nous voulons vous dire simplement merci.